suspect. County 911, what's the address of the emergency? This is Don Sipple calling, and I have a young lady that just came to my house, and somebody attacked her, and she needs a doctor. Her clothes are all torn, and... Okay, what is the address you're located at? E7614, 430th Avenue. Okay. And is she injured? Yeah, she's injured. Her mouth is kind of got some blood around it, and her clothes are all torn. Okay. And she's by herself? She's by herself. She walked to my house here just recently. Okay. And can you ask her what her name is? Just hold on a second. Okay. What's your name, ma'am? What? You don't know? She's in kind of bad shape. She just says she don't know. Okay, let me put you on hold. Do not hang up. I'm going to start some help, okay? Sure. On connaît tous cette personne rayonnante, farouche, exubérante, qui semble n'avoir peur de rien, qui a toujours quelque chose à dire ou à raconter à tout le monde, même un étranger. Bref, une personne qui captive. Dans notre histoire, cette personne s'appelle Monica. Elle naît le 6 octobre 1997 à Stanley, dans le Wisconsin, de Roselena Gunnelson, une jeune fille âgée de seulement 14 ans, abandonnée par le père biologique de Monica. Quelque temps plus tard, la mère de Monica rencontre un homme, Joshane Carlen, et le couple finit par se marier. Quand Monica a 4 ans, Joshane l'adopte légalement et les deux se considèrent mutuellement comme père et fille. Les années passent. Monica a 12 ans. Sa mère et Joshane divorcent, mais celui-ci continue à avoir une relation proche avec sa fille adoptive. Arrivée au lycée, Monica lutte pour découvrir son identité et sa personnalité. Pendant un temps, elle expérimente la fluidité des genres, expliquant même à un moment qu'elle préfère se considérer comme un « il », puis semble faire marche arrière. À 18 ans, elle décide de changer de nom, choisissant le prénom Ezra, plus mix, et le nom de famille McCandless, en hommage à Chris McCandless, le personnage du récit autobiographique Into the Wild. Ce choix de nom de famille n'est pas du tout innocent, puisqu'elle affirme qu'elle partage totalement la vision de la vie qu'avec Chris, qu'ils sont tous les deux libres d'esprit. D'après ses proches, lorsqu'Ezra fait quelque chose de mal vu ou de répréhensible, elle réplique toujours que c'est la société dans son ensemble qui voit ses actes comme tels. Apparemment, elle est très douée pour retourner les situations et toujours se placer en tant que victime du système ou victime des autres, sans jamais se remettre en question. Les amis d'Ezra décrivent la jeune femme comme une artiste amateur assez excentrique qui aime attirer l'attention et fait tout pour se démarquer. Elle est extravertie, captivante, surprenante et sans peur. 2 ans plus tard, Ezra décide d'abandonner l'université et part vivre à Eau Claire dans le Wisconsin pour se consacrer à sa passion pour l'art. Eau Claire est une ville universitaire à l'esprit indépendant d'environ 70 000 habitants. D'après les Américains, je cite, « Eau Claire pourrait probablement se targuer d'être la capitale indie du Midwest. C'est ici que les enfants des fermes deviennent des artistes et des entrepreneurs. Là où l'alternative est positive, où l'attitude est plus importante que l'âge, où l'hospitalité est de mise, où l'on célèbre l'originalité. » En soi, une ville parfaite pour Ezra, qui note d'ailleurs dans son journal intime qu'elle s'est toujours sentie comme à part, n'arrivant pas vraiment à s'intégrer dans la société. Pour elle, elle a été placée sur Terre pour s'amuser et pour tenter toutes les expériences possibles sans se soucier des conséquences. C'est dans cet état d'esprit que la jeune femme de 20 ans rencontre Jason Mengel. À Eau Claire, Ezra a un QG. Le café Racy, un repère pour hipsters et bohèmes en tout genre, description collant parfaitement avec le style qu'elle se donne. Elle y est si souvent que tout le monde la connaît et qu'elle se prend régulièrement pour la videuse du petit commerce, accueillant les arrivants et discutant avec tout le monde. Un soir d'été 2017, Jason rentre chez lui à vélo mais crève non loin du café. Il décide d'aller se prendre une boisson avant de finir la route à pied.
Il s'installe à une table avant de voir une inconnue s'asseoir tranquillement en face de lui. C'est Ezra. Débute une conversation confortable à propos de l'art et de leur vie respective, et les deux passent finalement toute la soirée à discuter avant de se faire mettre dehors à la fermeture. Ils échangent leurs numéros, et une chose entraînant une autre, se mettent ensemble 2 semaines plus tard. Jason décrit Ezra comme énergétique, farouche et aventurière, le poussant à sortir de sa zone de confort et à essayer des choses qu'il n'aurait pas tentées tout seul. Bien que leur relation est toute fraîche, les deux tourtereaux parlent de coups de foudre et sont déjà très attachés l'un à l'autre. Très vite, Ezra emménage dans l'appartement que Jason partage avec son coloc. Ce n'est qu'après que Jason se rend compte qu'Ezra n'a en fait pas été très honnête concernant son âge, parlant du lycée comme si cela faisait plusieurs années qu'elle l'avait quitté et le laissant croire qu'elle était bien plus âgée que la réalité. Il s'avère qu'il y a 13 ans de différence entre les deux amoureux, Jason ayant 33 ans et Ezra à peine 20. 3 mois après leur rencontre, Ezra tombe enceinte. Le 6 octobre, jour de son anniversaire, elle se rend à Minneapolis pour se faire avorter. Et à partir de ce jour, leur relation change. L'intimité devient difficile à gérer, mais surtout Ezra devient très contrôlante. Elle reproche à Jason de sortir voir ses amis. Elle lui dit que s'il a besoin de voir d'autres personnes qu'elle, c'est qu'ils ne l'aiment pas vraiment, qu'ils doivent tous mal parler d'elle et qu'il les laisse faire. Pire, qu'ils doivent le pousser à la quitter et que s'il continue, elle va se faire du mal. Un peu parano en somme. Petit à petit, elle a réussi à isoler Jason, le laissant seulement avoir dans sa vie 2 ou 3 personnes qu'elle a personnellement approuvées. Leur relation va mal, mais Jason tient bon. Il aime Ezra et veut la rendre heureuse. À côté de ça, Ezra n'a pas vraiment le moral. Bien qu'elle essaie de faire face, l'avortement l'a meurtrie. Elle ressent beaucoup de culpabilité et se sent très isolée. C'est dans ce contexte que le couple rencontre un jeune homme du nom d'Alex Woodworth. Ezra et Jason se retrouvent souvent au café Racy, là où ils se sont rencontrés. Plus tard dans le mois d'octobre, les deux amoureux prennent tranquillement un café quand quelqu'un accroche le regard d'Ezra. Le barista, attablé non loin, est en pause et écrit frénétiquement dans son journal. Intriguée, elle laisse Jason en plan et va s'asseoir à côté de lui, puis engage la conversation. Cet homme, c'est Alex Woodworth. Alex a 23 ans et est passionné par la philosophie. Son grand rêve, c'est de devenir professeur. En attendant de continuer ses études, il travaille comme barista et professeur remplaçant à temps partiel. Alex est très cultivé et peut parler pendant des heures de sujets profonds et ténébreux, tout comme Ezra. Les deux accrochent immédiatement, ils ont des points de vue similaires sur de nombreux sujets et se ressemblent beaucoup. Le couple et Alex deviennent rapidement amis. Jason pense qu'Alex peut être d'un grand soutien pour Ezra pendant cette période difficile. Il les encourage donc à passer plus de temps ensemble. Et une chose entraînant une autre, les deux jeunes commencent une relation dans le dos de Jason. Quelque temps plus tard, ils se diront même qu'ils s'aiment. Mais rapidement, Alex n'en peut plus de se sentir comme l'autre homme. Il dit à Ezra qu'il veut une relation normale au grand jour, qu'il veut être sa priorité et qu'elle doit quitter Jason. Ezra refuse de quitter Jason et malgré tout, leur relation secrète continue. Les mois passent. Début février 2018, Jason, qui est infirmier militaire, part en déplacement pendant 2 semaines. À peine parti, telle n'est pas sa surprise quand il reçoit un SMS d'Ezra lui disant qu'elle quittait leur appartement, sans plus d'explications. Il s'avère finalement que c'est le coloc de Jason qui, excédé par le comportement d'Ezra, qui entre autres n'a jamais rien payé en 7 mois, lui a demandé de partir. Ezra part donc vivre un peu chez sa mère et un peu chez son père. Mais très vite, elle raconte à Jason comment la cohabitation chez l'un ou l'autre est invivable. Elle se plaint constamment et parfois exprime même des idées noires. Mais Jason va trouver une solution. Il lui paiera l'hôtel. Puis, un soir en février, alors qu'ils passaient la soirée ensemble dans la chambre d'hôtel d'Ezra, Jason tombe sans le vouloir sur une conversation olé entre Ezra et Alex. Choqué, il continue ses investigations et se rend aussi compte qu'Ezra n'a pas un seul amant, mais 2, et que le deuxième, c'est le meilleur ami de Jason, John, qui plus est. C'est un carré amoureux à ce stade. Jason réfléchit. Comment est-ce possible ? Et puis, la réalité le frappe.
Quand il part en mission, il demande à son meilleur ami, John Hansen, de jeter un œil sur Ezra, car il s'inquiète pour son état mental quand il n'est pas là. Tout s'explique. Pour la petite histoire, Jason et John se sont rencontrés dans un club de jeux Donjons et Dragons. Toutes les semaines, Jason retrouve ses amis pour jouer et au début de sa relation avec Ezra, il l'amène plusieurs fois dans l'espoir qu'elle aussi y prenne goût. Mais elle décide rapidement que ce n'est pas pour elle. Pire encore, elle souhaite que Jason arrête ces réunions, prétextant que les autres joueurs étaient des gens non fréquentables. Mais, et si la vraie raison était en fait tout autre ? Alors oui, Jason avait parfois des petits doutes sur des coups d'un soir qu'aurait eu Ezra de temps en temps, mais elle lui a toujours retourné le cerveau en lui disant qu'il s'imaginait des choses et qu'elle était blessée qu'il pense ça d'elle. Alors apprendre finalement qu'il avait raison, mais qu'en plus elle le trompait avec son meilleur ami, ou avec Alex, il n'en revient pas. Il demande à Ezra de s'expliquer, le ton monte, Jason n'arrive pas à assimiler cette trahison. Mais Ezra, toujours à se sortir de n'importe quelle situation, lui explique ce qui, d'après elle, s'est passé entre elle et John. Donc Ezra raconte à Jason comment tout a commencé avec John. D'après elle, elle est passée chez John un soir et ils se sont mis à boire en bavardant. John l'aurait mise au défi de boire autant que lui et elle se serait alors enivrée au point d'en être malade. Puis, John l'aurait montée dans sa chambre, elle aurait senti qu'on lui enlevait son pantalon et ensuite, elle aurait fait un blackout. Le lendemain matin, elle se serait réveillée en comprenant que quelque chose n'allait pas, mais John l'aurait ramenée chez elle et l'aurait agressée, sur le lit de Jason, précise-t-elle. Ce dernier ne sait plus où il en est, et à juste titre. D'un côté, les messages montrent clairement une relation consentie et même encouragée par Ezra. Puis de l'autre, il voit la femme qu'il aime en pleurs, le suppliant de croire qu'elle a été agressée. Ezra, la recherche d'appart est si stressante, j'aurais bien besoin de relâcher la pression. Le fait que tu fasses du sport à nouveau te donne vraiment envie de coucher avec tout ce qui bouge. John, un corps en mouvement veut rester en mouvement. Ezra, fais-moi savoir quand j'aurai ma prochaine entrée et sortie. Et puis, passer du temps ensemble aussi serait cool, car tu es plus qu'une bonne queue. Est-ce vraiment le genre de message qu'on enverrait à quelqu'un qui nous aurait agressés ? Finalement, après sa conversation avec Ezra, Jason se calme. Il lui dit que si tout est vrai, elle doit prévenir la police. Bien que réticente au début, Ezra n'a pas le choix. Elle veut garder Jason, quitte à détruire la réputation d'un homme innocent et père d'un petit garçon. Le 1er mars, les amis en commun de John et d'Ezra sont auditionnés dans le cadre de l'enquête contre John. Tous diront qu'Ezra ment, qu'elle a d'ailleurs raconté à tous avoir passé un super week-end avec John. During your friendship with the defendant, did she mention a person named John Hansen? Yes. Was there a time where the defendant discussed spending a few days consecutively with Mr. Hansen? That is correct. And what did she tell you about that? She told me that she had stayed there for the weekend and that she had participated in spending time with John and his son, and that they had made dinner together and things of that nature. And did she appear upset? Absolutely not. Was there anything negative stated by the defendant regarding that few day stay with Mr. Hansen? No, she seemed excited. Did the defendant talk to you about John Hansen? Yes. And did she talk to you about spending time with John Hansen when Mr. Mingle was gone for a weekend? Yes. What did she tell you about that? She told me that her and John hung out for a weekend and she drank a lot of wine and he helped her hold her hair up while she threw up and was just there for her, and she told me she had a really good time. Mais le dernier coup de grâce, c'est Alex qui le donne, en confirmant au policier qu'Ezra lui a raconté avoir eu des rapports sexuels avec John de son plein gré et qu'elle le regrettait. Grâce à ces témoignages, toutes les charges contre John Hansen sont abandonnées. Ezra reproche tout à Alex.
pour elle, c'est de sa faute si sa relation avec Jason est finie. Elle lui en veut et le 24 février, elle lui dit de ne plus jamais entrer en contact avec elle. Après avoir vu comment Ezra pouvait tenter de retourner une situation si facilement, les amis d'Alex, maintenant au courant de leur liaison, sont inquiets pour lui. Ils craignent qu'elle lui fasse la même chose. Alex, lui, se rassure. Il a des centaines de messages prouvant que leur relation est consentie. Just answer the question. What did you say to Alex without any background or explanation? What did you say to him? I said, do you think she's going to also accuse you of sexual assault? En tout cas, c'en est trop pour Jason qui décide de mettre un terme à sa relation avec Ezra. Il a la confirmation qu'elle lui a menti. Il ne peut pas la pardonner. Ezra est furieuse. Elle se voit contrainte de quitter Eau Claire pour retourner à nouveau vivre chez ses parents. Mais elle refuse de laisser Jason partir. C'est son grand amour et elle va se battre pour le récupérer. Jason, lui, a besoin de temps et d'espace pour réfléchir. Mais rien n'arrête Ezra, qui lui écrit des lettres dans lesquelles elle se justifie. Elle dit qu'elle a été manipulée par Alex et John, que rien de tout cela n'est de sa faute, qu'elle se sentait seule, perdue, qu'elle était déprimée après son avortement, qu'ils l'ont forcée et même agressée. Elle écrit, je cite, « Ne crois pas à ces histoires racontées par des hommes vindicatifs et manipulateurs qui ont essayé de m'éloigner de toi. Ce n'est pas moi, c'est eux. » Quoi qu'il en soit, la vie continue. Nous sommes le 22 mars 2018. Bien qu'ensoleillé, l'après-midi est fraîche, la neige est toujours présente sur le côté des routes. Vers 16h15, Don Sipple, producteur laitier, termine de cuisiner son dîner dans sa ferme située à Springbrook, non loin d'Eau Claire, quand il entend frapper à la porte. Interloqué, il part ouvrir et tombe sur une jeune femme couverte de boue, de sang et d'échymose et dépourvue de chaussures. Elle a l'air mal en point. Elle explique avoir été victime d'une agression et demande un médecin. Choqué, le fermier la laisse entrer et lui apporte une couverture avant d'appeler le 911. County 911, what's the address of the emergency? This is Don Sipple calling, and I have a young lady that just came to my house, and somebody attacked her, and she needs a doctor. Her clothes are all torn, and What is the address you're located at? E7614, 430th Avenue. Okay. And is she injured? Yeah, she's injured. Her mouth is kind of got some blood around it, and her clothes are all torn. Okay. And she's by herself? She's by herself. She walked to my house here just recently. Okay. And can you ask her what her name is? Just hold on a second. Okay. What's your name, ma'am? What? You don't know? She's in kind of bad shape. She just says she don't know. Okay. Let me put you on hold. Do not hang up. I'm going to start some help, okay? Sure. Quand les policiers arrivent, ils constatent rapidement que la jeune femme est très secouée. Elle dit ne pas se souvenir de quoi que ce soit. Elle dit s'appeler Monica Carlen. Visiblement en état de choc, les policiers décident de la transférer dans un hôpital local. Là, la première chose qu'elle demande, c'est de voir Jason Mengel. Vous l'aurez deviné, cette jeune femme, c'est Ezra McCandless. Mais qu'a-t-il bien pu se passer cet après-midi-là ? Elle dit qu'elle ne s'en souvient pas. En inspectant ses blessures, les médecins s'aperçoivent que le mot « boy » a été taillé dans la peau de son avant-bras par un objet tranchant. Une enquête est ouverte par le même détective qui a traité l'affaire de John Hansen. J'en profite pour vous demander, si vous appréciez mon travail, d'envisager de vous abonner et de laisser un petit j'aime et un commentaire. Ça m'aide beaucoup, alors merci. On revient en arrière. La veille, le 21 mars, Ezra et Jason passent la soirée à discuter et s'envoient près de 600 messages. Ezra l'implore de la croire incapable de le tromper volontairement, qu'elle a été forcée, que ce n'est pas de sa faute, qu'il faut qu'ils se concentrent sur le positif de leur relation, sur leur amour. Jason commence à flancher. Il ne sait plus où il en est.
Ezra précise tout de même qu'elle aimerait voir Alex une dernière fois, afin d'être sûre qu'il ait bien compris qu'il n'y avait plus rien entre eux, pour enfin mettre cette histoire derrière elle et pouvoir, je cite, reprendre le pouvoir. Et aussi lui rendre des affaires, un marque-page et une bouillotte. Mais Jason ne comprend pas pourquoi il aurait besoin de revoir l'homme qui l'a agressé, surtout si ces derniers ne se parlent plus depuis plusieurs semaines. Car en effet, Alex a respecté le choix d'Ezra de ne plus jamais lui adresser la parole. Alors pourquoi aller retourner le couteau dans la plaie ? Jason s'énerve et lui et Ezra se disputent à nouveau. Plus tard dans la soirée, après avoir longuement discuté avec son ex, Jason voit un ami en commun, mais ils en viennent naturellement à parler de cette histoire. Mais cet ami-là contredit ce qu'Ezra raconte. Sa relation avec Alex n'était pas du tout sans conséquences et manipulée par ce dernier. C'était une vraie relation qui durait depuis presque leur rencontre. Ils se disaient qu'ils s'aimaient et Alex voulait être avec elle malgré tout. C'est un coup dur pour Jason qui se sent encore une fois trahi par Ezra. Il décide de s'éloigner, pour de bon. Le lendemain donc, 22 mars, vers 10h du matin, elle prend la route pour Eau Claire, alors qu'elle n'est pas censée conduire, n'ayant pas d'assurance. Elle s'arrête au Racy pour commander un café et tombe sur Jason, étonnée de la voir non seulement là, dans cette ville, mais surtout dans cet état. Ezra, qui n'est jamais sorti une seule fois sans être coiffé et maquillé, a ce matin-là les traits tirés, les cheveux en bataille, pas de maquillage, et elle est habillée banalement à la va-vite. Chose qui ne lui ressemble pas. Ils échangent quelques mots et Ezra repart, mais Jason ne peut pas s'empêcher de penser que quelque chose ne va pas. Elle semble agitée, elle lui a dit qu'elle allait, je cite, « récupérer sa vie et redevenir Ezra ». Se souvenant de ce qu'elle a dit la veille au soir, soit qu'elle voulait voir une dernière fois Alex pour mettre les choses au clair et lui rendre quelques affaires, Jason décide de se rendre chez le jeune homme, certain qu'Ezra compte s'y rendre, afin de s'assurer que la situation ne dégénère pas. Malgré tout ce qu'il a appris, Jason ne réfute pas totalement la version d'Ezra, comme quoi Alex l'aurait agressé. En arrivant devant chez le jeune homme, il voit la voiture d'Ezra dans l'allée, le moteur qui tourne encore, la musique à fond, la portière ouverte, mais personne à l'intérieur. La tension de Jason monte, il attend quelque temps à l'extérieur, tourne en rond, puis n'y tenant plus, croyant peut-être qu'Ezra est blessé, entre dans la maison sans frapper. Là, il tombe sur les deux amants en pleine conversation. Il leur dit qu'il serait mieux d'aller discuter dehors pour la sécurité de tout le monde. Quand Jason ressort, il tombe nez à nez avec un policier, averti par un voisin qui trouvait le comportement de Jason bizarre. L'homme s'explique. And said they saw you park your bike over here, and then walk over there, look around in that car. Do you know that person that lives there? It's my girlfriend's car, or my ex-girlfriend. We're kind of in a situation, and when she talked to me this morning, I was worried because the guy that lives there is involved in an assault case that she's with, or she's the victim of? She's the victim of an assault that happened, and when she went to him for consolement, I was gone on military orders. Okay. She went to him to talk to him about stuff, and then he kind of took advantage of her too, and she wanted to talk to him, I think today, about some stuff, and I was paranoid because she had like fire in her eyes. Okay. So, Who's the girlfriend? Ezra McCandless. Okay. I was just worried because, like... Was the door standing open over there when you got there on the car? I knocked like 3 times. I didn't hear anything. I didn't hear a scuffle or anything. So, knocked, yelled, opened the door, and I heard her say, let him help you. Let him help you. So then I said, hey, is everything okay? Is everyone all right now? I mean, I'm a medic in the military, so, like, I was paranoid. I was paranoid that someone was going to do something irrational. Okay. And they're in the house on the corner here, or? Yeah, they're on. I think they're fine though. I mean, I don't know. I'm just. I just saw the door to the car was standing open too. Yeah, I wanted to turn her car off. Her car was running, so that's why I was like worried because it was running, and I was like, okay, what's going on? Like, what's going on? Is everything okay? Okay. Do you have any ID with you? Yeah. I don't think he's dangerous, but I don't know. Do you know what his name is? Alex Woodsworth. Okay. Okay. You can go over by your bike. Hi. Is everything okay here? Yeah.
Okay. Somebody called us kind of worried because they saw Jason come over here and he was going in the car and they weren't sure what was going on. No, everything's fine. Everything's fine? Okay. Do you guys have any ID with you? Yeah. I got to write a report here that I came over and talked with you guys. Sorry for all this, It's okay. It's okay. I'd rather come here and check and it be nothing than have something bad happening. Puis Jason voit Ezra monter dans sa voiture, Alex s'installer du côté passager et le véhicule s'éloigner. Il est environ 13h30. La suite, on la connaît. Plus tard dans l'après-midi, Ezra frappe à la porte du fermier couverte de boue et de sang, affirmant qu'elle a été agressée mais ne se souvenant de rien. À l'hôpital, elle demande aux policiers de prévenir Jason. Au téléphone, Jason raconte aux agents que la dernière fois qu'il a vu Ezra, c'était plus tôt dans la journée, et qu'elle était partie en voiture avec un certain Alex. Intrigués, les policiers veulent contacter ce jeune homme. Est-ce lui qui a agressé Ezra ? Il doit s'expliquer. Ils essayent de le contacter, mais il ne répond pas à son portable. Ils passent chez lui, mais sa maison est vide. Ils appellent ses parents, mais ces derniers n'ont pas de nouvelles de lui non plus. Personne ne sait où il est. Alex ne sera pas localisé cette nuit-là. Le lendemain, 23 mars, ayant retrouvé ses esprits, Ezra est interviewé à l'hôpital pour raconter son agression. Souvenez-vous, je vous ai dit que le détective qui a récupéré le dossier était le même que celui de l'affaire de John Hansen. Donc, il se souvient bien de cette jeune femme et d'Alex, et surtout, il se souvient que les deux étaient amants. Voici le premier interrogatoire d'Ezra. Pour apporter un peu de contexte, l'enquêteur a vu le rapport médical d'Ezra et il sait que ses blessures ne sont que superficielles et incompatibles avec une agression violente, comme elle voudrait le faire croire. Pire même, il sait que ces fameuses blessures ont été auto-infligées. So then what happened? And then I just kind of remember just trying to explain myself and stuff, and then it just kind of gets like fuzzy for me. Okay. I just feel like all I can feel is like anxiety and like pain and stuff. Okay. It almost feels like kind of like if somebody would have blindfolded you, kind of feeling. Okay. So then you get found in Menominee. Mm-hmm. How do you get to Menominee? I don't know. I just kind of felt like I woke up and I was scared, so I was just walking down the road. What do you remember about that? I mean, I remember being cold. Okay. And that my feet hurt really bad. How about your car? What do you remember about your car, where it was left? I don't remember much about that at all, actually. I just remember being really cold. It's kind of like the feeling of like you don't know what's happening and you're scared and you just need to keep walking and walking and running, and I don't know. How long do you think you were walking before someone found you? I really don't know. It's very... I keep trying to think about it, and it feels like it just doesn't happen. Like I try to think about it, and all I can feel is just the feelings, not like seeing. Okay. So between the time the officers leaving your place and 6 o'clock, you don't remember where you all went? No, not really, no. I just remember being really scared. Okay. Ezra a déjà précisé qu'elle ne se souvenait plus de rien après être montée dans sa voiture, mais le détective n'y croit sûrement pas. Ezra joue sur une amnésie relative à un traumatisme, alors même que les médecins n'ont relevé aucune blessure à la tête, ce qui est donc peu probable. De plus, le médecin sait que le sang retrouvé sur Ezra n'est pas le sien, que c'est donc sûrement celui d'Alex. S'il est en vie, il faut que les secours le retrouvent au plus vite. Did Alex have his phone with him when you guys were together? I don't know, maybe. I know that it might be at his house because he uses it as an alarm. Elle ment, on en reparlera. Crash a car? I don't think I crashed my car. I mean, if you did, I would like to know just so we can go find it.
And you're not in trouble. I don't remember crashing a car at all. Okay. I think I really remember crashing a car because I've been in a few accidents. And I can't forget those. They really stick with me. So if you didn't go to Owen Park, what other park would you have gone to? Phoenix. Okay. Those are the parks I like. I mean, the part that's baffling me is how you end up in Menominee. I don't know, maybe if I got pushed out or something, because I was covered in a lot of mud. I don't know. Did you drive into a swamp? Did you drive into a lake? No, I don't. I would have really remembered that. Je ne comprends pas comment elle peut dire qu'elle ne se souvient de rien, mais par moments dire qu'elle est sûre qu'elle s'en souviendrait si c'était arrivé. C'est incompatible, et à mon avis, ça la dessert. I mean, it's the part that we're in, obviously we can't find Alex, we can't find your car, so it's a little concerning to us. Yeah. I just remember being really scared and just being in pain. What were you scared of? Being hurt. By who or what? Alex. Okay. By him doing what, though? By him harming me and making me want to do something he wanted. Okay, what do you mean by that? He's been upset at me a couple times when I would go over because I was kind of seeing Alex for a little while because I was very confused. And he would get kind of upset when I was too sensitive or in pain and stuff during those interactions. Who was Jason was or Alex was? Elle est allée le voir de son plein gré, ils ont discuté, un policier est venu voir si tout allait bien, ce qu'elle a confirmé, elle est montée en voiture avec lui pour qu'il se retrouve manifestement seul, et finalement, là elle dit qu'elle avait peur du comportement d'Alex et qu'il la blesse. Alors qu'elle n'a jamais dit à personne qu'Alex lui faisait peur, ni à ses amis, ni à ce même détective qui l'a interrogé à propos de l'affaire John Hansen. But is there any parks in Menominee that you would go to? I don't know anything in Menominee. How about in Dunn County? I'm not familiar. I'm only familiar with I don't know where that is or what part that is near. Okay. Or anything. I only know places around here and in Stanley and Chippewa and then in Minnesota, Stillwater. Did you travel over to Stillwater yesterday? No. I wouldn't go there because there's not really much there this time of year. Okay. Elle vient de faire une erreur. Jusque-là, elle est restée vague et répondait toujours qu'elle ne savait pas. Là, elle vient de répondre un non franc à la question de si elle est allée à Stillwater. Donc, qu'elle s'en souvenait très bien. Amnésie, mon œil. So just so I remember correctly, you guys were no arguments going on at the house. You guys mutually got into your car. You started to drive someplace, and as soon as you started to drive, as you put it, everything goes fuzzy at that point. Yeah. And then you're found a couple hours later wandering around in Menominee, but you have no idea how you got there. You're covered in mud. Rien d'intéressant ne ressort donc pour le détective. Après avoir fouillé tous les parcs des alentours, une équipe décide de se rendre à nouveau à la ferme de Monsieur Sipple pour retracer les pas de la jeune femme et inspecter les environs. Ils montent sur une petite colline toute proche pour prendre de la hauteur et voient au loin ce qui ressemble à une voiture de couleur claire. Quand ils arrivent plus près, ils voient que la voiture est apparemment enlisée. Ils s'aperçoivent que la portière arrière, côté conducteur, est ouverte et que quelque chose en dépasse. Ils s'approchent. C'est un jeune homme couvert de sang. Il ne bouge pas. Il est mort. Il porte un foulard autour du cou. Le bas de son corps est dans la voiture, mais une partie de son buste et sa tête pendant dehors. Il y a une mare de sang à l'extérieur de la voiture. D'après l'autopsie, il a reçu 16 coups de couteau à la tête, au cou, au torse et à l'aine. Ce jeune homme, c'est Alex Woodworth. Avec ces nouvelles informations, l'enquêteur retourne voir Ezra le lendemain à l'hôpital afin de la confronter. Voici le deuxième interrogatoire. What happens next? After that, I remember getting in the car, saying that we should go to the park in town or one of the parks in town and stuff like that. And then I started, for some reason, I started feeling a little anxious. Who got in the car with you?
Alex did. Where did he get in this? Where did he sit? He was in the passenger seat. The front passenger seat? Yeah. So Alex was in the front passenger seat, you were driving. Mm-hmm. And it's your car? Yep. I think you told me yesterday, like silver Impala-ish? Yeah. With a bunch of writing on it? Yeah. Okay. So you get in the car and you start driving. Yeah. Where are you guys headed towards now? I don't really know. For some reason, my anxiety just kept getting worse and worse and worse and worse. And then I just started, I don't know, I got really like tired and anxious. And I just remember just kind of being in the car for a little while. Then it just tries to go blank for me. What happened there? I remember like being really nervous or something. And Alex kept talking, using pronouns that weren't my pronouns. What do you mean? I used to go by more neutral pronouns in high school and more masculine pronouns. I talked to him briefly about it, how I was kind of going through identity things. Okay. But now I go by her pronouns because that's how I feel comfortable. Okay. But he kept using the he pronouns because he preferred it. Okay. And he used to call me like boy a lot and stuff like that. What happened there? I remember like that's when my anxiety got really bad, is because I remember just kind of being really uncomfortable because I don't like it when people grab me. Okay. And I remember just kind of like being grabbed, and then it just kind of like the anxiety went crazy, like completely through the roof. The anxiety went up, and then sometimes when that happens, it's just like everything goes black for a while. So where were you when you were grabbed? I was in the car. Okay, and how did he grab you? Grabbed me by the arm, like right there. Okay, where was he? He was in the passenger. He was in the driver's seat. I was in the passenger. I don't know if, I think we probably were parked, because I remember it happening, like being grabbed and just feeling hurt and anxious, and then it just starts getting really, really dark and fuzzy for me. And so how does your arm get cut up? Alex, like, he grabbed it, and then he kept telling me about being a boy and stuff like that, how frustrating it is, and then he, like, threatened me. What do you mean he threatened you? He didn't say he was gonna do something, but he grabbed me and started doing something. What do you mean he started doing something? He started, like, carving something into my arm. Okay, can we see that by chance? Yeah. I mean, I'm just kind of curious on how it looks. Right here, there's a scratch. Oh, yep, I see the scratch. So, he wrote it, just so I have this right, it's on your left arm, on top of the forearm. Yeah. And he wrote it with the B is closest to your elbow joint, then the O, and then the Y with some scratches. So, at some point he carves boy into your arm, and then when did that take place? It took place when we got in the car to go drive some more. So then you don't know where you go? No. Who's driving at this point? Alex was driving. Okay. And I just started feeling really, 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 really anxious. And sometimes when I'm really anxious, everything goes dark for a long time. And my head hurt really bad right here. For some reason, I don't know why. When you say right here, where's right here? In the back of my head, in this area. Okay. À mon avis, elle veut démontrer qu'elle a reçu un coup sur la tête pour expliquer son amnésie. And then she took pictures of my hands and stuff, and then she had to take pictures of this area. Oh, and when you say this area, it's where your cuts are down by your thighs and legs and like the vaginal region. The vaginal region. Il apparaît pourtant, d'après le rapport des médecins, qu'elle n'a que quelques griffures sur les cuisses et aucun trauma de la région intime. Donc, qu'une agression sexuelle soit très peu probable. So, part of the reason I'm here is you're saying that you're possibly sexually assaulted by somebody. When did that take place? I think maybe that's what happened. Okay, so you don't know that happened? No. Okay. But I think it might have because of where the cuts are and stuff, because I don't know why somebody would cut my pants or anything. Did they get down to the skin and everything too?
Were you bleeding from those at all? Mm-hmm. Like a lot? No, it was mostly this area that was bleeding more. So your right leg inner Yeah. thigh area was bleeding? Yep. It was bleeding, but it wasn't something where... I haven't had to have stitches. There we go. Perfect. So you didn't have to have stitches. It wasn't deep enough cut that you need stitches, but it was... You cut through the skin enough to bleed. We obviously went out and found... And we said, all right, where could she have come from? Because you described to me that yesterday that you walked straight down a road, and there was mud on you, and not too far from Don's house we found a mud road. Okay. What do you think we found at the end of the mud road? I don't know. Well, we followed the mud road and we saw your footprints. Okay. Okay. Why would we find your footprints down the mud road? Okay, what do you think we found at the end of the road? Was it me? I mean, my stuff? What stuff? Was it my, like, car or anything? We did find your car. Là, elle sait que s'ils ont retrouvé sa voiture, ils ont retrouvé le corps d'Alex, et que sa version va certainement s'effondrer à tout moment. What happened back there, Ezra? In my car? Mm-hmm. I don't fully remember. Well, what do you remember? I remember being really scared. Okay. And in a lot of pain. Okay. You know, people make mistakes, Ezra. The best way for us to help you is try to figure out what happened in that car. Ce qui est curieux si on reste dans son narratif à elle, c'est-à-dire qu'elle a été violemment agressée par Alex au point d'avoir dû s'enfuir à pied dans la boue et d'avoir tout oublié, c'est que là, au lieu de s'énerver après une telle insinuation comme une personne innocente l'aurait fait, ou juste de craquer, Ezra reste vide, froide, sans émotion. And I think you know what happened. I really do. And I think you know something happened in there. Right? Yeah. I know. And I think something happened to Alex, and you know that too. Right? Yeah. Okay. What happened to Alex? I got him off of me. Okay, walk me through this. Bon, elle se souvient finalement de tout apparemment. Même si elle ne le dit pas avec ses mots, elle vient bien de dire que depuis le début, elle se souvenait de ce qu'il s'était passé. Elle ne dit pas que le fait d'en parler a débloqué sa mémoire ou quelque chose dans le genre. Elle acquiesce simplement sur le fait qu'elle se souvenait en fait de tout et qu'elle les baladait depuis le début. Mais uniquement à partir du moment où elle s'est retrouvée au pied du mur. C'est un peu ce qu'elle a fait avec Jason quand il l'accusait de le tromper. Elle a fini par avouer une fois qu'il l'a mise devant les preuves, mais elle a quand même manipulé la réalité pour se placer en tant que victime. On l'a donc compris, c'est une manipulatrice hors pair. Mais le fait qu'elle se pense capable de manipuler tout le système juridique américain est quand même incroyable. Voyons ce qu'elle raconte. Alright, walk me through, Ezra, what happened. With the truth, please. When I got to the road, Alex wanted to keep going down the road to have some privacy to talk. And I said, well, there's a lot of nature. I'm sure it'll be fine to talk because I really like to talk in nature. Mm-hmm. And when he grabbed me again and he put me in the back of the car. And he seemed really upset about stuff. And he kept grabbing me, and I didn't know what to do, and he started cutting my pants. Who did? Alex. Okay. He started cutting my pants open and stuff, and I didn't know what to do, and it was really scary. And then he started cutting my shirt off of me, and I didn't know what to do, and I went to go make him stop, because he had this arm, and I cut my hand because I kept trying to grab him. And so he kept grabbing me and stuff, and then I finally got free, and I finally got the knife away from him, and then he kept trying to grab me in the back of the car. So I just started to defend myself as fast as I could, and then it's like, it got dark, and then then I woke up, and he just kept trying to attack me, and I didn't know what to do. Okay. And it was the scariest thing I've ever experienced in my life because I've never ever fought back in my whole life. Okay. So, you said you had the knife. Where were you cutting him?
I just was going anywhere and everywhere I could, just to get him off of me and get away from me. And did the knife actually make contact with him? Yes. Okay. And even then, he just kept grabbing me and grabbing me and grabbing me. Okay. So he kept grabbing you after you were stabbing him? Mm-hmm. Okay, and then what happened? And then after that, she left the car, and he was laying there, and I didn't know what to do. Okay, so then what happened? And then so I just waited, and I was confused and scared, and I was just like coming in and out of it, like it would get dark for a little bit, and then I would come out of it, and I would panic again and hyperventilate, and then it would get dark again. Okay. And then I just started running. Where did this stabbing take place? It took place in my car and then outside when I was on the ground. Okay. Elle ment, car d'après la scène de crime et le sang retrouvé à l'extérieur de la voiture, l'agression n'a pas pu avoir lieu sur la banquette arrière. Mais pourquoi Ezra mentirait là-dessus? How did it get to that dirt road? Alex drove it up the hill a little bit, and then it started getting stuck. So I was like, I can fix it. I can get it out of here. And so I drove up the road a little bit, and then I got out of the car to try to see what was going on, because it was stuck again, and I was like, I don't know what to do about this car being stuck. Okay. So I was looking in my car for like maybe a board or anything to put underneath the tire to get traction. Okay. And then that's when everything started happening. Okay. What happens then? Alex came after me. I was in the back seat and I was looking for stuff and I was moving things out of the way, trying to find anything to get my car out of there, because I was already anxious as it is. And then Alex came up from behind me, and then he just started grabbing me. Okay, how was he grabbing you? He grabbed me by the throat. Okay. And then he pushed me down, and then he was on top of me, and he started cutting things. And it was really scary. Okay, and then what happened? He cut my pants, and I tried to grab it, and I hurt my hand. Okay, let's see the hand, please. Okay. And then after that, I started trying to wrestle him and fight him off of me and kick him, do whatever I could, but I got the knife, and then I just started... How did you get the knife from him? I grabbed it. I grabbed it from him and I pulled. What did you grab? The blade, or...? I grabbed the blade the one time, and that hurt a lot. Okay. So I tried grabbing the base of it. Okay. Donc là, elle explique qu'Alex était au-dessus d'elle, tailladant ses habits, et qu'elle a récupéré le couteau par la lame, ce qui aurait dû lui causer une blessure profonde et affreusement douloureuse. Mais on sait qu'elle a seulement une petite égratignure, donc ça ne colle pas. Idem, elle explique ensuite qu'elle a pris le couteau par le manche, mais ça n'a pas de sens. Pour qu'elle puisse le prendre par le manche, il aurait fallu soit qu'Alex le lui tende, soit qu'elle le blesse pour qu'il desserre sa poigne et qu'elle puisse lui arracher des mains. Or, ce n'est pas ce qu'elle explique. I think this might be the easiest. We'll start at his feet. Did you stab him in his feet? No. How about in between his feet and his knee? No. Okay, so on either leg. Okay, then we'll go from his knee to his hips. I think to include his pelvic triangle, that's what we refer to it, or his genitalia area. I think I stabbed him in the genitalia area by the leg and then in the stomach too. Okay, so now we'll get from the stomach to the chest. Basically, let's go up to his nipple line. Mm-hmm. What about stabbing him there? I think I stabbed him in the chest. Okay, so let's go up to the neck. I think I stabbed him in the neck a couple times. Okay. I think I cut across it because I came down really hard trying to get the face away and stuff. Okay. So I think it might have sliced bad or something. I remember just seeing a lot of blood and being scared and confused as what to do. Okay. So there, and then we'll go to the face. Did you do anything to his face? I think I stabbed him in the head. In the head? Do you know where in the head? I think the left side. The left side of his head? Probably the right side, because it was in my right hand. And this all happened while he was on top of you? Mm-hmm. When he was on top of me, and I just needed to get him away and off of me, so I was hurting. Okay. But all of this took place where your car got stuck? Mm-hmm. Yeah, none of this took place at any parks? None of this took place at
in the city of Eau Claire, in the county of Eau Claire. Everything took place in Dunn County on that dirt road up over where you got stuck. Yeah, that's where I fought really hard. Okay. There was a scarf around his neck. How did that get there? I didn't use my scarf for anything, I just ran. Where's the first place you think you stabbed him? I think the first place I stabbed him was in the head. How come you didn't tell me this yesterday when we talked, Ezra? Because I didn't, it's too scary. I know it's scary, but we needed the truth, right? See, it's better to come and tell us the truth so we know what happened. Because it's just so scary and I can't get it out of my head. And we're sorry that you went through this. And it just keeps replaying and replaying and replaying and I wish it would go away. Je trouve que sa réponse n'a aucun sens. Si, comme elle le dit, elle est la victime de l'agression et qu'elle s'est seulement défendue, pourquoi ne pas l'avoir expliqué tout de suite ? Est-ce que son idée n'aurait pas plutôt été de faire perdre du temps aux enquêteurs pour que la scène de crime devienne trop détériorée pour conclure quoi que ce soit ? Where's his cell phone at? I don't know, because I think I grabbed it with my phone when I was running. C'est le bon moment pour vous apprendre qu'après avoir poignardé Alex une vingtaine de fois, le laissant pour mort, elle s'est enfuie avec son téléphone portable, qui a fini brisé en morceaux à cause d'une mystérieuse chute. Est-ce qu'elle n'aurait pas plutôt pris son portable pour 1. Effacer ce qui avait besoin d'être effacé pour coller à son histoire, et 2. Être sûre qu'il ne puisse pas appeler les secours et être sauvé ? Et l'avoir ensuite cassé pour éviter toute localisation et toute possible récupération du contenu ? And I fell a couple times, so I know that my phone broke, but I don't know because if his phone broke or not. Why'd you grab his cell phone? Because I needed to bring it to somebody. Why? So that I could call. And then the boy carved in your arm. Okay. The part that throws me off on that is if I'm sitting here and he's going to be carving it in, it's written perfect with a right-hand person like this. Mm-hmm. Okay, if he would write it in, it would have been reversed, right? Mm-hmm. How did boy get put in your arm? He didn't do that to you, did he? You carved boy into your own arm. Is that right? Mm-hmm. Souvenez-vous, au début de l'interview, ce n'est pas du tout ce qu'elle a dit. Elle a raconté que c'est Alex qui lui avait entaillé le bras alors qu'elle se trouvait sur le siège passager et qu'il avait choisi ce mot car c'était une insulte qu'il utilisait contre elle à cause de ses problèmes au lycée concernant sa fluidité de genre. Mais une nouvelle fois au pied du mur, elle change de version. Elle n'avait aucune raison de mentir à propos de cette blessure, à part le fait qu'elle voulait faire passer Alex pour un monstre. Okay. When did that happen? That happened when I was in the car. In the car with him? When I was in the car after I woke up the second time. So after you stabbed him and you came back into it, as you put it, because you blacked out, that's when you carved this in? Okay. Pour résumer la situation, d'après elle, elle s'est faite sauvagement attaquer par son ancien amant. Elle a réussi à se défendre, mais a dû pour cela le poignarder 16 fois, au niveau de la gorge, de la tête et de la poitrine. Elle tombe dans les pommes, elle se réveille aux côtés du cadavre de cet homme, de qui elle était quand même proche. Puis, quand elle voit ses propres blessures, au lieu, comme une personne normale l'aurait fait, de s'enfuir pour chercher de l'aide, ou utiliser le portable d'Alex pour appeler les secours, ou juste même s'éloigner cette voiture, non, elle préfère récupérer le couteau et se taillader l'avant-bras. Je pense plutôt qu'elle s'est aperçue qu'elle n'était pas assez blessée pour faire croire à une attaque et que la seule idée qui lui soit venue à l'esprit était de se taillader ce mot-là pour accréditer la thèse de l'agression. He cut you on the legs, you're saying, but the boy was done by you. Why? Because I felt really bad. Because I didn't want that to happen, and I felt really bad. You didn't want what to happen? Ezra? I didn't want any of it to happen. Okay. So I wrote it so that I have to remember what happened and feel bad about it. Ça n'a absolument aucun sens. D'après elle, elle a été sauvagement attaquée.
Quelle victime aurait envie de se tailler délibérément le bras pour se souvenir de son agression ? De plus, elle dit, je cite, « se sentir si mal à propos de ce qui est arrivé », alors que ça ne l'a pas du tout empêché de mentir à la police sur les événements et sur le fait de ne pas savoir où était Alex, dont le corps était dans la nature, livré aux éléments. Mais heureusement, les policiers ne croient pas un mot de son histoire. Pour eux, c'est elle qui a agressé Alex, et pas l'inverse. C'est elle, la meurtrière. Le 6 avril 2018, Ezra McCandless est arrêté et inculpé d'homicide volontaire au premier degré. Alexander Lyman Sidney Woodworth est né le 1er janvier 1994 à St. Croix Falls, dans le Wisconsin. Ses parents sont John et Kimberly. Il a 2 sœurs, Sarah et Nicole, et un frère, Jordan. En 2017, Alex obtient un bachelor en philosophie avec une mineure en biologie de l'université d'Eau Claire. Il prévoyait d'intégrer l'université d'Oregon pour obtenir un master en philosophie. Son rêve était d'être docteur en philosophie pour devenir professeur à l'université d'Oregon. Alex a créé quelques clubs de lecture de livres de philosophie. Il passait ses pauses au travail à chercher de nouveaux livres sur Amazon. Il aimait lire, traîner au café et aider les gens. Il aimait particulièrement le temps passé avec sa famille et ses amis. D'après son père, je cite, « Il aimait ceux qui manquaient d'amour. Il aimait les insectes, les araignées. Son truc, c'était de trouver des choses dont les gens ne se souciaient pas et de s'assurer qu'on s'en occupait. » Alex était très apprécié par ses amis et sa famille. Il avait un grand cœur et était généreux envers tout le monde. Le procès s'ouvre le 15 octobre 2019 au centre judiciaire du comté de Dunn, 18 mois après la mort d'Alex. Au début, Ezra plaide non coupable pour maladie ou déficience mentale, puis ses avocats font marche arrière. Naturellement, les témoins défilent à la barre. Vient le tour de Jason. Regardez bien le comportement d'Ezra. C'est la première fois qu'il se revoit depuis le drame. Vous voyez le pull vert qu'elle porte sous son blazer ? C'est un pull que Jason lui a donné. Je suppose qu'elle voulait lui faire passer un message ? Il dit avoir été choqué et très mal à l'aise. Lors du procès, l'accusation souligne les nombreuses incohérences dans les différents récits de l'accusé. Entre autres, le fait que lors d'une interview, avant la découverte du corps d'Alex, elle a déclaré que l'incident s'était produit au parc Owen à Eau Claire, ce qui, selon l'accusation, avait pour but d'éloigner les autorités de la véritable scène de crime. Également la version selon laquelle elle dit avoir récupéré le couteau par la lame et s'être blessée avec, alors qu'au procès, elle explique, je cite, « J'ai décidé de lui donner un coup de genou dans l'aine et il a lâché le couteau à ce moment-là. Je m'en suis immédiatement saisie. » You need Alex in the groin and the knife fell out of his hand, correct? Correct. And then you grabbed the knife, correct? Correct. Right. It's not what you told Detective Prock, is it? I don't believe so. I would have... In fact, you told Detective Prock that you grabbed the knife by the blade, correct? I believe I've said that, yes. All right. And got it away from Alex by grabbing it by the blade, correct? I might have said that, yes. And you said that it hurt a lot when you did that, correct? Correct. Elle a supprimé l'application de son iPod qui contenait sa conversation avec Alex, mais ils ont réussi à les récupérer et les messages sont... Comment dire ? Il est impossible de penser une seconde que leur relation romantique et sexuelle était forcée ou qu'Alex a agressé Ezra par le passé. Voici, d'après l'accusation, le déroulement des faits. Ezra a volé un couteau appartenant à son père. Le jour J, elle se rend délibérément chez Alex. Il faut se souvenir que le jeune homme était très amoureux d'elle, et quand elle lui a dit que tout était fini entre eux, suite à son témoignage dans l'affaire John Hansen, Alex a eu le cœur brisé. D'après ses amis, il était très affecté par la décision d'Ezra.
Et puis, elle lui a aussi demandé de ne plus jamais entrer en contact avec elle, souhait qu'il a respecté. Donc ce jour-là, quand Ezra vient finalement chez lui, on peut imaginer qu'Alex était heureux de la voir et qu'il espérait même, peut-être, qu'elle venait le voir pour discuter de se remettre ensemble. Peut-être la raison pour laquelle il est monté dans sa voiture ? Ensuite, on sait que la voiture d'Ezra s'est enlisée dans la boue. D'après les policiers, les deux amants sortent du véhicule pour inspecter la situation, et alors qu'Alex a le dos tourné, Ezra l'attaque par derrière avec le couteau qu'elle portait sur elle. Elle l'a donc pris par surprise, en arrivant derrière lui et en le poignardant d'abord à l'arrière de la tête, ce qui a été confirmé par le légiste. Cela s'explique par le fait qu'Alex n'a pratiquement aucune blessure défensive, que s'il avait été poignardé dans la voiture quand il était au-dessus d'Ezra, comme elle l'affirme, on peut penser qu'il aurait au moins essayé d'éviter les coups, donc qu'il aurait certainement des coupures au moins sur les mains ou sur les avant-bras. Également, le plus gros des traces de sang relevées sur la scène de crime sont retrouvées à l'extérieur de la voiture, dans l'herbe, ce qui prouve que la version d'Ezra est fausse. Alex a été retrouvé avec un foulard autour du cou. La police pense qu'il l'a trouvé dans la voiture et utilisé pour tenter d'arrêter l'hémorragie. Aucune de ses blessures n'était mortelle en soi, ce qui signifie que s'il avait reçu les soins médicaux à temps, il aurait pu survivre. Pour l'accusation, une fois Alex décédé, Ezra a réorganisé les preuves pour faire croire que sa version des faits était exacte. Elle a entre autres coupé ses vêtements, s'est entaillé l'avant-bras et d'autres endroits du corps, envoyé balader ses chaussures, récupéré le téléphone portable de la victime, s'est éloignée à pied, puis a jeté l'arme du crime au loin et a fracassé le téléphone portable sur la route. Ezra, elle, affirme qu'elle l'a emprunté pour appeler les secours, mais que dans la précipitation, elle est tombée sur la main qui tenait le téléphone et qu'il s'est brisé, inutilisable, et qu'elle l'a donc laissé là. And then you walked up to the back door of Mr. Sippel's residence, correct? Yes, I found my way there. And rang the doorbell a number of times, correct? Rapidly. Rang the doorbells a number of times, correct? Correct. First thing you asked Mr. Sippel to do was to call or take you to a hospital, correct? That's what I've heard, yes. Right. You did not ask Mr. Sippel to call the police, did you? No. Right. You didn't ask Mr. Sippel to make sure no one else could get in there, correct? No. Right. You didn't ask Mr. Sippel if he had anything to protect you at that point, correct? No. Did you never told Mr. Sippel that the person that you are claiming assaulted you was lying severely wounded back where your car was stuck in the mud, did you? No. You never told Mr. Sippel that you had stabbed Alex Woodworth? No. Shortly after you arrived at Mr. Sippel's house, law enforcement officers began to arrive, correct? Yes. A number of them arrived at the residence, correct? Yes. After law enforcement got there, you got in the ambulance with the paramedics, correct? Yes. By the way, you didn't tell law enforcement that your car was back stuck on that mud road or that farm road, correct? Yes. You didn't tell the law enforcement officers that first got there that you had just stabbed Alex Woodworth a number of times, correct? Correct. And you didn't tell Mr. Wayne, the paramedic, that there was this other person that was lying there with a bunch of stab wounds in him, did you? No. Right. Didn't tell him that maybe Alex was dead or dying there and needed help, did you? No. Les détectives pensent plutôt qu'Ezra a récupéré le téléphone dans l'espoir que 1. Alex ne puisse pas appeler les secours et pour que personne ne puisse le localiser, et 2. Effacer les messages compromettants à propos de leur liaison dans le but de le faire effectivement passer pour son agresseur. Pour eux, Ezra a délibérément conduit Alex dans un endroit isolé avec l'intention de l'assassiner brutalement. And that, you recognize, this is Alex's residence right here? Yes, I can see that. And you were driving, right? After you left the residence, correct? Correct. Right. And you said you wanted to go to a park, correct? Yes. You were familiar with Phoenix Park, because in fact you mentioned Phoenix Park to Detective Prock, correct? Yes. Phoenix Park is right here, correct? That is correct. Right. And Half Moon Park is right here, correct? That is correct. Both of those are within a few blocks of Alex's restaurant, of Alex's residence, correct? Yes. You didn't drive to either of those parks, did you? It wasn't really concrete, so I just drove. You didn't drive to either of those parks, did you? No. And just basically headed out of town, correct? Yes, just basically. You wanted to be in a place where it was in public, correct? Correct, that would imply other people being present, correct?
Yes, that would imply that. Phoenix Park would be a location where other people would be present, wouldn't it? At times, yes. All right, and Half Moon Park would be a place where other people would be present, correct? At times, yes. And you didn't go to either of those locations, correct? No. You passed by a park as you got into Dunn County, correct? I'm not aware of any parks in Dunn County. I was just driving. I wasn't really paying attention to where I was going. I was just on a road, driving. Going to someplace public to talk, correct? That had been mentioned, but sometimes we drive around and we talk. Now, you said that as you're driving, you started to feel uncomfortable, correct? Yes, that is correct. You didn't turn around and just come back into town or ask Alex to get out of the car? No. Mais pourquoi? Pour les enquêteurs, l'intention et le motif d'Ezra sont clairs. Ezra nourrissait encore de profonds sentiments amoureux à l'égard de Jason. Et elle pensait qu'avec la disparition totale d'Alex, elle aurait une nouvelle chance avec lui. Pour une raison que l'on ignore, elle s'est persuadée qu'il représentait le seul obstacle qui se dressait entre elle et Jason, et qu'il fallait qu'elle le mette hors jeu. Les avocats de la défense passent beaucoup de temps à essayer de dépeindre Alex comme un jeune homme torturé, ténébreux, qui broyait du noir et qui pouvait être violent. Et pour démontrer tout cela, Ezra raconte qu'il la manipulait et la poussait à faire des actes sexuels qu'elle ne se sentait pas à l'aise de faire, et qui penchaient vers le BDSM, ce qui n'a été prouvé par aucune preuve. Également, Alex partageait ses pensées par écrit avec Ezra sur des sujets philosophiques comme la mort et la souffrance, et ces parties de son journal intime ont été rendues publiques lors du procès. Il présente Ezra comme la victime d'un Alex froid et calculateur, obsédé par elle. Il souligne également le fait qu'il y a une empreinte de bottes boueuses sur le plafond de la voiture, comme preuve que la lutte a eu lieu sur le siège arrière. Les avocats d'Ezra insistent sur le fait qu'elle n'a pas délibérément induit les enquêteurs en erreur lors de ses auditions. Au contraire, ils affirment qu'elle a subi un traumatisme qui a eu un impact sévère sur sa mémoire. Pour le prouver, il faut intervenir un expert, James Hopper, psychologue à Harvard, qui affirme que, je cite, « Après un crime, une personne peut être très stressée, et cela peut l'empêcher de parler à l'officier de police des choses qui se trouvent dans sa tête. La capacité des gens à récupérer des informations peut s'améliorer avec le temps si le stress diminue. » Pour eux, Ezra a agi en état de légitime défense. Elle était attaquée par son ancien amant et n'avait pas d'autre choix que le tuer pour sa propre survie. Ezra n'a montré aucun remords au cours du procès. En fait, elle a semblé s'amuser la plupart du temps. Son attitude ne colle pas du tout avec la gravité des faits qui lui sont reprochés. Elle est guillerette, elle sourit, rit parfois. On voit qu'elle adore être le centre de toute cette attention. We, the jury, find the defendant, Ezra J. McCandless, guilty of first-degree intentional homicide as charged in the information. Le 1er novembre 2019, après seulement 3 heures de délibération, Ezra McCandless a été reconnu, à l'unanimité, coupable d'homicide volontaire au premier degré. Interrogé sur les raisons de ce verdict, un jury a déclaré que l'élément décisif était le coup de couteau à l'arrière de la tête et le fait qu'Ezra ait dit « C'est là que je l'ai poignardé en premier », ce qui prouve l'intention de le tuer et pas seulement de se défendre. De plus, pour le jury, l'attitude de l'accusée a clairement joué contre elle. Elle montre enfin quelques onces de remords lors de l'audience de détermination de la peine, le 7 février 2020. I would like to address Your Honor and the courts and Alex's family, but most of all, Alex's parents. I want to say how sorry I am that they have lost their son. But sorry doesn't cut it in my mind. That word is not enough and never will be enough for this loss. And I recognize that. I don't think I could ever find words that will be enough to express this, especially to them. The pain they feel is unimaginable. I want to express how sorry I am for this loss, because it is such a great loss. I recognize and completely acknowledge this pain, and I'm so sorry. I loved Alex very much, and I also feel
a great loss. And I'm so sorry. Pour le juge James Peterson, les excuses d'Ezra ne semblent pas être sincères. Il la condamne à la prison à vie avec un minimum de 50 ans avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Elle sera donc en prison jusqu'à au moins ses 71 ans. Depuis, elle vend ses œuvres d'art sur Instagram pour financer son appel. C'est sa mère qui gère le compte. En 2023, ses avocats affirment que les droits de leur cliente ont été violés et qu'elle mérite un nouveau procès. Pour eux, les interrogatoires de la police ont été menés illégalement et n'auraient jamais dû être admis. De plus, le jury n'aurait pas eu l'occasion d'entendre l'intégralité de son histoire, qui comprenait des antécédents d'abus sexuels. Ses avocats font également valoir que l'État a injustement expurgé certaines pages du journal d'Alex qui indiquent qu'il avait eu des contacts sexuels non désirés avec Ezra. Le juge a finalement décidé que la défense ne disposait pas de preuves suffisantes pour justifier un nouveau procès. Durant mes recherches, je suis tombée sur beaucoup de commentaires qui disaient qu'Ezra est une psychopathe. À ma connaissance, aucune expertise psychiatrique n'a été effectuée la concernant. Nous allons donc nous pencher sur la question. Disclaimer, je ne suis pas psychiatre, je ne pose pas de diagnostic. J'ai longuement parlé de la psychopathie dans la vidéo sur l'affaire Audrey Joinet, que je vous invite à aller voir pour plus de détails. Pour résumer, les traits psychopathiques incluent de façon générale une capacité limitée à ressentir la peur et l'anxiété, une insensibilité aux autres, une absence d'empathie, une irresponsabilité, un manque de remords et de culpabilité, une facilité à nuire aux autres, à les exploiter, les manipuler et à adopter un comportement prédateur. Les psychopathes sont généralement égocentriques, impulsifs, impitoyables et incapables de maintenir des relations affectives stables. Alors, Ezra McCandless est-elle une potentielle psychopathe, d'après vous ? Et voici la fin tragique de l'histoire d'Alex Woodworth. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous.